Alors, quand on ouvre le capot de la machine en ordinateur, couplé d'une imprimante, les candidats, c'est en ce moment que ça fonctionne. Et vous allez comprendre pourquoi c'est dangereux de procéder de cette façon. Parce qu'on ne laisse pas les traces de fonctionnement après. Dès qu'on enlève le SD, dès qu'on enlève la clé ISB, même si vous avez des réclamations, toutes les informations sont parties. Et même si vous avez la machine, vous n'aurez rien à l'intérieur. Donc, j'avais posé la question pour revenir de tous les éléments que j'avais demandé. Je n'ai reçu ni les cahiers de charges, ni le code source. Il n'y a pas d'architecture ou la topologie du réseau, sans parler des éléments de monitoring ou de la base de données des électeurs sans empreinte, puis même de la machine à voter. Ça, ce sont d'autres composants de la machine. Vous avez la batterie externe, même s'il n'y a pas d'électricité, l'autonomie est de plus de 24 heures. Bon, l'adaptateur pour alimentation. Et puis, vous avez ces modems multifonctionnels, LAN, Wi-Fi, 3G et même satellitaire. Ça veut dire que dans les endroits où il n'y a pas de connexion réseau normale, ils vont utiliser le Touraya. Ça veut dire la connexion satellitaire. Et ce qui veut dire que tout était prévu pour que les données soient transférées rapidement, en temps réel, comme vous voyez dans ce réseau-là. Et nous allons aller aux inquiétudes. Pourquoi les experts britanniques et des réponses que la CENI a réservées à ces recommandations? La première recommandation est laquelle? Désactiver les communications externes, carte SIM et Wi-Fi, jusqu'au moment où celles-ci sont nécessaires. La CENI dit, dans mise en œuvre, déjà implémentée. Mais dans les observations, ils disent, sauf la carte SIM 3G SMS de monitoring. C'est là où il y a des inquiétudes déjà en tant que technicien. Parce que, qu'est-ce que la CENI est en train de monitorer? C'est clair que la machine ne va pas fonctionner comme une machine autonome. Ça veut dire qui ne transfère pas les données. Et si on a demandé des données qui seront monitorées par la CENI, c'est pour savoir si la CENI ne monitorait pas le nombre de votants, les personnes pour lesquelles on votait, et ainsi de suite. Parce que ça ne sert à rien que la CENI puisse monitorer en temps réel le nombre de votants, pour qui on votait, et ainsi de suite, parce que ça peut occasionner d'autres actions.
Si on sait par exemple qu'il y a 300 votants et que 50 ont voté pour X, 30 ont voté pour Y, et nous voulons faire gagner X, il y a des actions qui peuvent être prises en temps réel aussi. On voulait les cahiers des charges parce qu'on trouve qu'avoir 4 ports, j'avais même posé cette question au président de la CENI. Bon, l'interface HDMI est en train de remplacer l'interface ISB. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'ISB dans 20 ans? Il n'y avait pas de réponse. Alors, il y a tout ça, ce sont les recommandations des Britanniques. Et ces recommandations, malgré le fait que la CENI dit avoir déjà pris en compte, mais je n'ai pas vu comment ils ont pris ça en compte. Mais il y a comme la boîte noire. C'est là où se trouvent toutes les informations des fonctionnements de l'ordinateur. L'ordinateur a été allumé à telle heure, telle personne a accédé, telle application s'est lancée, telle application, le fonctionnement de l'application a été modifié à telle heure, et ainsi de suite. Et donc la CENI dit clairement à discuter. La CENI n'a pas pris de mesures pour corriger cela. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Si la CENI déclare par exemple qu'il y a eu 500 votants alors qu'il n'y avait eu que 300, c'est dans le log que nous allons voir. Si à un moment bien déterminé, un script malicieux a modifié le fonctionnement de l'application de vote, c'est dans le log que nous allons voir. Or, si on n'a pas un fichier log, on ne saura pas exactement ce qui s'est passé. Et le danger en plus, c'est quand on va enlever le flash disk et la clé USB, vous n'allez pas retrouver les données à l'intérieur de la machine. C'est comme si la machine était utilisée comme une simple imprimante. Je voulais attirer votre attention sur ce point de la création du fichier log distinct pour permettre l'audit. Parce que là, il n'y a pas d'audit. On ne peut pas auditer. C'est très inquiétant. Alors, de toutes ces défaillances techniques, ce qui nous a encore beaucoup fait mal, c'est la qualité des bulletins imprimés. Donc, après avoir ouvert la machine, on avait discuté avec les gens de la CENI, mais quand même, on voulait voir quelle était la qualité de la photo qu'on avait. Et même à nous, aujourd'hui, c'est que vous allez reconnaître votre candidat, même si vous n'êtes pas, comment dirais-je, lettré, vous allez reconnaître votre candidat sur base de la photo qui va apparaître sur le bulletin de vote. Mais quand vous regardez la qualité de cette photo sur le bulletin de vote, même nous qui voyons très bien, nous avons des problèmes pour reconnaître réellement la personne pour laquelle on a voté. Dit au président de la commission électorale, je lui avais dit en informatique, l'interaction entre l'homme et la machine, c'est autre chose, mais l'interprétation de la commande peut être programmée. Je peux dire, j'appuie sur la photo de Shekomba, mais dans la programmation, on dit chaque fois que tu appuies sur Shekomba, c'est Kibuni qui sort. C'est possible. C'est pour ça qu'on avait besoin des codes sources. Et donc, ce qui est encore plus inquiétant, c'est le fait d'utiliser l'imprimante, l'impression thermique. Les informaticiens ou même les gens qui ne sont pas informaticiens savent que l'impression thermique a une durée de vie limitée sur un certain type de papier. La peur, c'est que quand vous allez dans les distributeurs automatiques de billets ou dans certains supermarchés, quand vous prenez le reçu, quelques temps après, tout s'efface. Vous ne savez plus si vous avez pris 100 $ ou 200 $, les informations deviennent confuses. Et avec ces bulletins, on risque d'avoir les mêmes problèmes. Parce
Parce que j'avais demandé de sortir avec les bulletins, la CENI avait refusé, en disant que c'est encore une propriété de la CENI. Mais je voulais faire l'expérience de garder les bulletins, de les frotter un tout petit peu, pour voir si j'allais continuer à garder la photo même à cet état. Donc aujourd'hui, nous avons tout à la machine à voter. J'ai posé des questions auxquelles je n'ai pas eu de réponse. Pourquoi on a demandé le code source? C'est pour expliquer. Si je vote chez Komba, quelle est l'instruction que la machine comprend? Alors, est-ce qu'il n'y a pas de script malicieux automatisé à partir d'une certaine heure? Et je lui avais même dit ça. Imaginons qu'il est 14 h et qu'on va fermer les bureaux de vote à 15 h, à 17 h. Et les gens deviennent pressés. Et à cet instant, à distance, parce que c'est connecté à distance, je lance une commande qui rend invariable toutes sortes de votes. Ça veut dire que, quelle que soit la personne que je choisis, les résultats sortent une seule personne. Quand les gens sont pressés et qu'ils veulent juste terminer avec l'opération, qu'est-ce qui se passe? À cela, j'ai eu comme réponse que le président de la CENI était un homme de Dieu et que il n'avait pas l'intention de faire ce genre de choses. Donc, voici un peu la restitution de notre réunion avec le président de la CENI. Merci beaucoup, je suis là pour... Okay. La question que je voudrais poser au-delà de la légalité, parce que je vais revenir là-dessus, si on bouchait les ports d'entrée des clés USB et puis du flash disk et qu'on installerait le fichier log, vous pensez que la machine peut être utilisée? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je voudrais poser à tous mes collègues candidats, si jamais ils répondaient favorablement à cette question-là, qui nous aiderait peut-être, qui aiderait la CENI à ne pas tricher, est-ce que serons-nous prêts à aller à ces élections-là avec cette machine qui est illégale? Ça, c'est la question posée à tous les collègues. Admettons que la CENI répond à ces préoccupations-là favorablement. Est-ce que nous irons aux élections avec cette machine qui est illégale? Ça, c'est la question pour les autres et vous, c'est la partie technique. Même pour lui. Oui, ok. La première chose, c'est que, la programmation doit être vérifiée en amont par nous tous. Ça veut dire, on sait qu'est-ce que la machine doit faire. La machine doit présenter l'écran à la personne, les photos à la personne qui doit sélectionner. La machine doit permettre l'impression juste et comptabiliser les votes imprimés. Surtout, ça veut dire quelques lignes de commande seulement qui n'ont rien à voir et charger cette programmation dans le disque interne de la machine, pas sur le flash disk. Toutes les données concernant les candidats doivent être chargées aussi dans la machine. Et cette machine doit fonctionner de façon autonome. Ça veut dire ne pas être connectée, enlever les SIM, fermer tous les ports. Comme ça, elle ne servira que comme imprimante. Voilà, imprimante des bulletins de vote. Ça, c'est possible. Mais en amont, on doit voir, la CENI doit être suffisamment ouverte pour nous permettre de participer à la programmation de l'application. Voilà, pour être certain que les lignes de commande qui sont là sont comme ça. La deuxième chose, la CENI doit trouver une solution pour que nous puissions avoir des imprimantes couleurs. Ça veut dire que la photo qui va sortir sur les bulletins doit être quand même une photo que je peux reconnaître et qui va rester. Ça, c'est sur le plan technique. Sur le plan juridique, je pense que c'est clair, personne ne peut accepter de violer la loi, à moins qu'on modifie la loi. Ma question va dans le même sens que ce que Marie-Josée a soulevé tout à l'heure. La présentation que vous avez faite, c'est une présentation experte. Et je voudrais vous féliciter pour ça, parce que ça nous permet tous d'avoir une idée claire de ce que représente cette machine
et le risque que nous encourons si nous allons avec donc aux élections. Mais il y a beaucoup de questions que vous avez soulevées, questions auxquelles on ne peut pas avoir de réponse, nous, ici, sauf à entendre la CENI. Ne faudrait-il pas que nous puissions envisager comme prochaine étape la même présentation dans une salle où nous serons tous avec les gens de la CENI pour que nous puissions les entendre sur chaque point afin que nous puissions nous faire une religion. Parce qu'en réalité, c'est comme si on était dans un tribunal où l'accusé ne donne pas son témoignage. Alors, c'est ça que je voudrais proposer pour que nous puissions aller de l'avant. Merci. Moi, je crois que nous avons deux conditions, je dirais même trois conditions qui sont conjointes, qui se tiennent. Nous avons posé le problème non seulement de la technicité, de la fiabilité technique de la machine, mais de sa légalité. Quand on n'est pas dans une condition, ça exclut toute démarche. À partir du moment, prenons l'hypothèse naïve, mais positive, qui consisterait à dire que la machine serait brusquement bonne. Mais elle est illégale. Je crois que c'est amplement suffisant pour qu'on évacue l'hypothèse de l'examen technique. C'est la démarche que notre collègue a faite. C'est exactement ça. Et il a posé des questions, vous voyez, les 4 étapes, ou les 5 même, comme il a démontré de façon didactique. Et nous allons rencontrer le même problème, on va se buter au même problème. Il ne verra jamais les capots, il ne donnera pas les cahiers de charges, on ne verra pas les codes de source, et il ne bouchera pas les 4 ports USB. Et donc, je crois que l'avantage de sa démarche, nous qui n'avions pas voulu voir cette machine, mais lui, il nous tire d'affaire parce qu'il est parti dedans, il a vu, et ce qu'il nous rapporte, si nous voulons, nous sommes têtus, nous voulons faire la même expérience, on rencontrera exactement le même résultat et les mêmes réponses. Pour sa contribution, les efforts qu'il a fournis ces dernières semaines pour permettre une meilleure compréhension du danger de cette machine au niveau du grand public congolais. Je crois qu'à un moment donné, lorsque nous étions en train d'enlever les difficultés que nous trouvions clairement dans l'utilisation de cette machine, il y en a beaucoup au niveau du grand public qui ne nous comprenaient pas. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce au travail de vulgarisation qui a été fait à votre niveau, les dangers est mieux connu, mieux perçu au niveau de la grande population congolaise. Et c'est très très important. Deuxièmement, par rapport à l'exposé que vous veniez de faire, j'avais juste une petite question de clarification. Je voulais savoir, lorsque vous étiez à la CENI la dernière fois, et qu'on a imprimé ce qui était supposé être le bulletin de vote avec votre photo, vous avez eu des difficultés à ce niveau-là. Je crois que l'image est encore là sur le. La question que je pose est celle de savoir si la photo était bien la vôtre, mais on ne pouvait malheureusement pas vous reconnaître en examinant la photo, ou c'était tout à fait autre chose. Voilà la petite question. Je sais que c'est la mienne. Mais pour les gens qui ne connaissent pas chez nous, qui vont voter n'importe où, est-ce que la qualité de l'image qu'ils vont voir, ils vont être rassurés que c'est chez Komba ou c'est quelqu'un d'autre? Et là, c'est dans un environnement de tests. C'est-à-dire, dans un environnement de tests, c'est comme font les magiciens. Ils vous montrent les 3 petits box, les 3 petites boîtes là, et dit où est-ce que j'ai mis l'argent? Et puis ils tournent comme ça, vous ne vous retrouvez plus. Alors, ça c'est dans l'environnement des tests. C'est normal que le président de la CENI savait qu'on allait venir. Mais imaginez, sans code source, que le vote devienne invariable et que les photos ne soient pas claires. Pour nos plus de 70% d'analphabètes qui ne peuvent reconnaître la personne que sur base de la photo, comment ça peut être? Donc, et au niveau de la légalité, bon, c'est clair que ce n'est pas légal. Et aussi les inquiétudes, nous l'inquiétude est plus venue. Imaginez qu'on ait des problèmes avec l'effacement dû à l'utilisation de l'imprimante thermique et qu'on demande les bulletins pour le recomptage
on va trouver que les informations ne sont plus fiables et donc on va faire confiance aux informations qui sont dans la machine. Ça sera la seule source d'informations fiables. Il me semble que nous balayons de revers de main tout ce qui concerne donc la machine à cause du fait qu'elle est illégale. Mais je voudrais savoir avec qui on discute la question de la légalité. Parce que nous tous, nous avons le même point de vue que la machine est illégale quand on dit la loi électorale. Et la CENI, d'après ce que j'ai entendu, insiste sur le fait que la machine est légale. Pourquoi? Parce que d'après eux, le vote n'est même pas électronique. Ne faudrait-il pas encore, dans l'intérêt de notre pays, avec l'objectif de trouver une solution, qu'on se mette autour de la table avec la CENI afin que nous puissions entendre leur point de vue et nous avançons aussi donc le nôtre et qu'on parvienne à un consensus sur cette question-là. La démarche a démontré que la CENI ne peut plus se cacher sur des arguments techniques. Ça veut dire qu'on est revenu avec la CENI sur les arguments juridiques. Sur cette question de la légalité, j'insiste sur le point suivant. La CENI, tout en étant une institution indépendante, n'intervient pas dans les guides. Elle est chargée de la régularité du processus électoral et référendaire. Et quand, article 211, la Constitution, mais il faut aussi voir sa propre loi. Et même la loi électorale le rappelle aussi. Et d'ailleurs, la loi qui porte organisation fonctionnement de la CENI rappelle que la CENI est chargée de consolider l'état de droit. Ça, c'est l'exposé des motifs. Chargée de consolider l'état de droit en agissant de façon impartiale et neutre. Ça, c'est l'exposé des motifs de la loi qui est là. Alors, maintenant, quand on dit régularité du processus, le processus électoral, c'est quoi? C'est l'enrôlement des électeurs, c'est notamment l'enrôlement des électeurs, la tenue du fichier électoral, l'organisation de l'opération des votes, le dépouillement des résultats et la proclamation de ces résultats, notamment. Pour réaliser ces opérations, il y a différentes lois qui sont intervenues. Il y a une loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Parce que cette identification et cet enrôlement doivent se faire conformément à la loi. Et la loi électorale prévoit, ainsi que les mesures d'application prises par la CENI, prévoit comment il faut tenir le fichier. Et quelles sont les mesures qu'il faut prendre s'il y a des irréguliers, par exemple, notamment des gens sans empreinte. Elle prévoit même les mesures qu'il faut prendre. C'est ça la régularité. Maintenant, la Cour constitutionnelle, lorsque la CENI demande à la Cour constitutionnelle de reporter les élections, la Cour constitutionnelle prend un arrêt qui s'impose à tous, y compris la CENI, l'arrêt R-Cons 0338. Dans cet arrêt-là, que nous pouvons tous nous procurer, la Cour constitutionnelle a dit des choses que peut-être elle peut regretter aujourd'hui, parce qu'elles peuvent être utilisées aujourd'hui dans le cadre de ce combat que nous avons contre l'organisation des élections irrégulières. Première chose que la Cour a dite, elle a interprété les dispositions de l'article 5 de la Constitution. Ces dispositions nous informent que le peuple congolais est souverain et il exerce cette souveraineté à travers les élections. Maintenant, la Cour constitutionnelle dit que sur base de... D'abord, la Cour constitutionnelle dit ce droit-là défini par les dispositions de l'article 5, c'est un droit fondamental. Et elle définit ce droit fondamental comme le droit d'être dirigé par un président de la République, des sénateurs et des députés régulièrement élus. Elle va plus loin pour dire que c'est elle qui doit s'assurer ex ante de la régularité du processus électoral. Si le processus n'est pas régulier, le peuple a le droit d'appliquer les dispositions de l'article 64 qui disent qu'on ne peut pas accepter, on doit s'opposer au groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. C'est la Cour constitutionnelle qui le dit, qui nous rappelle que nous avons le droit de contester une élection sur base de l'article 64. Alors, donc, la Cour va dire encore une chose importante, elle dit, si la CENI a pour mission d'assurer la régularité,
La régularité signifie l'organisation des élections conformément à la loi électorale. Si on n'organise pas les élections conformément à la loi électorale, on viole les dispositions de l'article 5, notamment, et donc on viole le droit de chaque citoyen congolais à être dirigé par un président régulièrement élu. Alors donc, maintenant la question, est-ce que la machine à voter a été prévue par la loi? Non, il n'y a nulle part machine à voter dans la loi, ni dans le calendrier. Maintenant, la machine à voter, elle introduit que le mode de vote, parce qu'il y a deux modes de vote qui sont prévus. Soit le vote se fait par bulletin papier, soit le vote se fait par voie électronique. C'est ce que dit la loi. Pas les deux à la fois. Quand on dit soit, ça dit l'un à l'exclusion de l'autre. Alors, maintenant, il faut noter que, je crois, en 2013, la loi électorale a prévu que le vote électronique ne peut pas s'appliquer aux élections en cours, à ce moment-là, en 2013. M. Nanga est allé au Parlement, je pense qu'il y a des députés ici, oui, pour demander qu'on puisse enlever cette disposition dans la dernière modification de la loi. On a refusé. On a refusé, le Parlement a maintenu la disposition prévue sur pied de l'article 237 terre, qui reprend les dispositions de 2013, qui interdisait le recours au vote électronique pour ces élections-là, les reprend en 2017 pour les élections en cours. Donc, le mode de vote par voie électronique est interdit. Bien plus, la loi prévoit que si ce mode est introduit, il y a des garanties de transparence qui doivent être discutées avec les parties prenantes préalablement à la mise en place de ce vote électronique. Or, la machine à voter, vous l'avez démontré techniquement, elle est un vote électronique, sans conteste, parce que le professeur Noël Tchal nous disait, lorsque nous étions en réunion là-bas, que le vote électronique, tout est dématérialisé, tout s'est fait par voie électronique, le résultat. Et non, ce n'est pas ça, simplement là. Ça, c'est un vote peut-être électronique total. Tout est total. Ici, il est hybride. Il est hybride. Et d'ailleurs, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Celui qui vient voter, il ne vote pas en réalité. D'ailleurs, la CENI le dit dans ce document, c'est la machine qui vote. Parce que vous venez vous appuyez sur la photo de votre candidat, c'est tout. Le reste, c'est la machine qui fait en fonction du programme, des instructions qui a été donné. La clé de discrimination n'est pas l'empreinte, on peut prendre la clé de discrimination comme l'adresse. Comment dans les maniements, ils sont dans les sites Kibou et ainsi de suite, on va connaître exactement les centres où ils se sont fait enrôler sans empreinte. C'est à la minute. 10 millions ou 6 millions avec une clé de discrimination, c'est la machine qui va traiter automatiquement et faire la classification. Il y a 6 600 000 exactement qui sont sans empreinte, aucune empreinte. 6 600 000. Ça, c'est le 16,6%. Et il y a à peu près 2 millions quelque chose, c'est-à-dire les 6%. 6%, 2 400 000, qui sont, comment dire, avec 1, 2, 3 empreintes. Pas la totalité d'empreintes. C'est-à-dire qu'une personne peut venir, il fait comme ça, c'est une personne. La même personne fait ça, ça fait 2 personnes. La même personne fait ça, ça 3 personnes. Donc, une personne peut produire 10 cartes d'électeurs ou même 11, parce qu'il peut venir combiner 2, combiner 3 avec des combinaisons. Donc, cette question, et c'est comme ça que quand nous parlons des présumés fictifs, nous citons les chiffres de 10 millions. Donc, les 6 millions 6 plus les 2 millions quelques, les mineurs qui sont là, les policiers militaires qui sont là, plus les 500 000 cartes non retrouvées. Et tout ça, c'est dans les rapports de l'OIF. Je voudrais qu'on revienne dans le contexte de 2017, au mois d'octobre, le 27, à l'hôtel du Fleuve, le pouvoir s'est réuni avec le président de la CENI, et c'est là où ils prendront l'option de pouvoir recourir à la machine et changer aussi ce que nous avons appelé ici au niveau de... Comment pas la vote électronique, non, le seuil. Ils ont changé le seuil
Et je me rappelle qu'avec un certain nombre de députés, nous sommes allés au Parlement pour essayer de protester et tout ça. Donc c'est pour dire tout simplement que la question de la machine en tant que telle, légale ou illégale, elle est éminemment politique parce que c'est un choix qui a été opéré par la majorité avec un dessein de perpétuer la fraude et maintenir le statu quo de ce pouvoir. Y aller dans les conditions actuelles, c'est y aller comme un mouton qui va à l'abattoir pour mourir. Merci. Deuxièmement, c'est pour demander à M. Chokomba, il y avait dans les recommandations de Westminster, la 6e recommandation, qui était celle de provincialiser les données en tant que telles, parce qu'en termes de cartographie électorale, la CENI a chargé sur toutes ses clés les 40 millions d'électeurs pour toutes les provinces et toutes les circonscriptions électorales. Et il lui a été demandé de pouvoir provincialiser ça. Est-ce que ça a été fait ou pas du tout? Parce que je leur avais dit, comme la classification est déjà faite, pourquoi ne pas préparer vos clés ISB en fonction de la circonscription? Oui. Parce que non seulement au niveau provincial, c'est encore beaucoup de données dans chaque clé ISB, mais il y a possibilité de pouvoir mettre les données qui ne concernent que chaque circonscription. Par exemple, si au niveau de la présidence, il y aura la photo de tous les candidats présidents, mais dans une circonscription, on n'a pas besoin d'avoir les données de tout le monde. Comme ça, même les données à traiter ne circulent pas n'importe comment. Même si on devait charger sur les machines, on ne devait charger sur les machines que les données en fonction des circonscriptions. Avoir une clé USB qui a toutes les données de tout le monde et qui circulent partout, ce n'est pas intéressant. Donc à cette question aussi, j'avais posé la même question et j'avais même proposé qu'on aille beaucoup plus bas, au-delà de la province, qu'on aille au niveau de la circonscription, mais ça n'a pas été... ils n'ont pas tenu compte. C'était pour pouvoir faire la restitution de notre réunion avec la CENI, pouvoir expliquer au candidat président de la République ce qui a été observé techniquement sur la machine à voter. Donc c'était juste une séance de restitution pour nous permettre d'avoir une vision commune et prendre une décision commune par rapport à la machine à voter. Nous avons toujours la même position depuis très longtemps. Nous savons que juridiquement la machine à voter ne devait pas être adoptée et même techniquement la commission électorale indépendante n'a plus de raisons de maintenir cette machine à voter. Oui, mais entre-temps, qu'est-ce que cette machine est toujours maintenue? Vous y allez ou pas le 23 décembre? C'est ça la grande question. L'option a-t-elle été levée? L'option n'est pas encore levée, mais il y a une déclaration qui a été signée par tous les candidats qui sera lue par le candidat Pasteur Ngoy. Je pense que pour des raisons juridiques, mes collègues sont plus outillés que moi. Déclaration des candidats présidents de la République et des leaders de l'opposition en rapport avec les atteintes délibérées portées au processus électoral par le pouvoir sortant. Nous, candidats présidents de la République et leaders de l'opposition politique, réunis ce mercredi 7 novembre 2018 à Kinshasa, en RDC, considérant la nomination dans l'équipe de campagne du candidat du président sortant à l'élection présidentielle, du président de l'Assemblée nationale, du directeur de cabinet du chef de l'État, du Premier ministre, des ministres, des gouverneurs de province, des mandataires de l'État, des animateurs des institutions d'appui à la démocratie, des hommes d'église, des sportifs, des hommes de spectacle et des médias, certains sans avoir été préalablement consultés et qui sont par ailleurs convoqués par les services de l'ANER lorsqu'ils contestent publiquement leur nomination, considérant les détournements des institutions de la République et des moyens de l'État au service du candidat président de la République sortant pour son maintien déguisé au pouvoir par la force avec sa famille biologique et politique, considérant l'utilisation des membres du gouvernement, des gouverneurs de province, des mandataires de l'État pour faire pression sur la population, pour l'obliger à soutenir les candidats du maintien au pouvoir du président de la République sortant par la force, avec sa famille biologique et politique, considérant la confiscation et l'utilisation des médias publics, en l'occurrence la RTNC, pour faire la propagande du candidat du maintien du pouvoir
du maintien au pouvoir du président de la République sortant par la force, considérant les refus du pouvoir sortant d'assurer la protection égale de tous les candidats présidents de la République à la date de la publication de la liste définitive, considérant que par contre, dès sa nomination en qualité de candidat du pouvoir sortant, pour le maintien déguisé du pouvoir au pouvoir du président de la République sortant, le candidat du pouvoir était doté des moyens de protection appropriés depuis le 8 août 2018, considérant que les candidats du pouvoir usent de ces moyens pour terroriser la population qui circule librement sur l'avenue des Orangers, en insécurisant un autre candidat président de la République domicilié sur la même avenue, à l'espèce de l'avenue des Orangers, considérant que le ministre en charge de la sécurité de la République, qui doit assurer la sécurité de tous les candidats et de tous les citoyens congolais, est paradoxalement chargé dans l'équipe de campagne du candidat du pouvoir sortant de la sécurité de ces derniers, considérant que des officiers de l'armée et de la police, dont l'ancien chef d'état-major de l'armée retraité, actuellement conseiller militaire du chef de l'État, sont étonnamment chargés de la propagande du candidat du pouvoir sortant, considérant que des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en cycle, chargés de veiller à l'accès équitable de tous les candidats aux moyens officiels d'information et de communication et d'assurer la régularité du contenu de la communication, sont curieusement membres de l'équipe de propagande du candidat du pouvoir sortant, considérant que les personnes nommées dans son équipe de propagande par le candidat du pouvoir sortant qui contestent cette nomination sont menacées, convoquées pour expliquer leur refus devant les services de la NER, considérant la présence dans l'équipe susdite des personnes frappées des sanctions spécifiques par la communauté internationale pour violation des droits humains, notamment la répression sanglante des manifestations pacifiques telles que celle du 31 décembre 2017, considérant que toutes ces atteintes associées au comportement partial de M. le Président de la CENI, qui tient à imposer aux Congolais la tenue d'un scrutin électronique au moyen de la machine à voter, voire de vote interdit expressis verbis par les dispositions de l'article 237 ter de la loi électorale, et ce en se servant d'un fichier corrompu qu'il refuse de nettoyer préalablement à la tenue des élections prévues pour le 23 décembre 2018, démontrant à suffisance par là la volonté affichée du pouvoir sortant d'imposer au peuple congolais des élections parodiques auxquelles seraient associés certains candidats opposants chargés de servir de faire valoir à l'élection du candidat du pouvoir sortant. Considérant le droit fondamental du peuple congolais d'être dirigé par un président de la République, des sénateurs et des députés régulièrement élus, tel que prévu par les dispositions de l'article 5 de la Constitution, interprété et appliqué par la Cour constitutionnelle sous R-Cons 0338, considérant que la CENI, institution d'appui à la démocratie, appelée de ce fait à être neutre et impartiale pour œuvrer à la consolidation de l'état de droit, a pour mission essentielle d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire au terme des dispositions de l'article 211 de la Constitution, considérant que la Cour constitutionnelle a défini la régularité comme étant l'organisation par la CENI des élections conformément à la loi électorale, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 64 de la Constitution, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation des dispositions de la Constitution, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 97 de la Constitution, les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 25, dernier alinéa, de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, aucun parti politique ne peut user des biens ou du personnel de l'État sous peine de dissolution, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 31 de la loi électorale, sans préjudice de textes particuliers organisant la carrière des personnes ci-dessous, toute activité politique ou toute participation active à des manifestations politiques est interdite aux agents de carrière des services publics de l'État, aux magistrats, aux membres des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise, ainsi qu'à ceux des services de sécurité, à l'exception des candidats ayant sollicité leur mise en disponibilité, les retraités ou ceux ayant démissionné selon les cas, conformément aux dispositions des statuts qui les régissent, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 36 de la loi électorale est interdite l'utilisation à des fins de propagande électorale des biens, des finances et du personnel de l'État, des établissements et organismes publics et des sociétés d'économie mixte, l'utilisation des biens, des finances et du personnel public visé ci-dessus est punie des radiations de la candidature ou d'annulation de la liste du parti politique ou du regroupement politique incriminé.
toute autorité politico-administrative, tout parti politique, tout candidat ou toute personne peut saisir la Commission nationale indépendante ou l'officier du ministère public aux fins d'obtenir l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Les juridictions citées à l'article 27 connaissent des cas d'abus des biens publics. Considérant les dispositions de l'article 41 de la décision numéro 01 portant mesure d'application de la loi électorale par la CENI telle que modifiée à ce jour, qui interdisent aux candidats, aux partis politiques ou aux regroupements politiques d'utiliser à des fins de propagande électorale les biens, les finances, le personnel de l'État, les établissements et organismes publics et les sociétés d'économie mixte. Par ces motifs, appelons 1. Le peuple congolais d'user de tous les moyens des droits, notamment de son droit de s'opposer par tous les moyens, par des manifestations publiques, à la parodie d'élections tendant à lui imposer d'être dirigé par un président de la République, des sénateurs et des députés irrégulièrement élus, et de faire échec au président de la République, au FCC, à la CENI et à tout individu ou groupe d'individus qui veut l'amener aux élections avec un fichier corrompu, une machine à voter qui introduit un vote électronique interdit en vue d'installer au pouvoir un candidat qui servira à perpétuer la misère dans laquelle le pouvoir sortant a enlisé le peuple congolais depuis plus de 10 ans, depuis plus de 18 ans. La Commission électorale nationale indépendante, tout en écartant du processus électoral la machine à voter et à nettoyer les fichiers corrompus, nous l'invitons à constater la violation des dispositions de l'article 36 de la loi électorale qui interdisent l'utilisation à des fins de propagande électorale des biens, des finances et du personnel de l'État, des établissements et organismes publics et des sociétés d'économie mixte, et d'appliquer la mesure idoine de radiation de la candidature de M. Emmanuel Shadari, candidat du pouvoir sortant. 3. Le ministère public compétent de saisir les juridictions compétentes pour l'application des dispositions légales prévues contre les candidats du pouvoir et les FCC aux fins d'obtenir des sanctions prévues, notamment par les dispositions de l'article 36. 4. Le président de la République sortant et le gouvernement sortant sont invités à cesser d'instrumentaliser les églises et les hommes d'église, de cesser de créer des conditions d'insécurité contre le peuple congolais et contre les candidats présidents de la République, en particulier l'administrateur de l'ANER, à mettre fin aux tracasseries dirigées contre les hommes d'église ayant contesté leur nomination dans l'équipe de propagande du candidat du pouvoir sortant. 5. Le Premier ministre, les ministres et autres mandataires, les directeurs de cabinet du président de la République, membres de l'équipe de propagande du candidat du pouvoir sortant, a démissionné de leurs fonctions officielles. Aux membres du CESAC, qui sont membres de l'équipe de propagande du candidat du pouvoir sortant, nous les invitons à démissionner de leurs fonctions officielles et invitons les CESAC à assurer l'égalité d'accès aux médias à tous les candidats présidents de la République. À la communauté internationale enfin, c'est-à-dire le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Union africaine, la SADC, l'Union européenne, les chefs d'État de tous les États démocratiques, toutes les organisations internationales régionales, nationales ou locales, de constater les atteintes délibérées au processus électoral et d'empêcher par toutes les voies de droit, y compris par la force, le président de la République sortant, sa famille politique et biologique et la CENI à forcer le peuple congolais et les candidats présidents de la République à prendre part à une parodie d'élection qui aboutirait à une désignation irrégulière de leurs candidats pour leur permettre de justifier par les urnes leur maintien au pouvoir au détriment du peuple congolais. Restons saisis de toutes les questions évoquées. Fait à Kinshasa le 7 novembre 2018, les candidats présidents de la République et les leaders de l'opposition. 1. Théodore Ngoï Ilunga Wasenga. 2. Seth Kikouni. 3. Freddy Matungulu. 4. Adolphe Muzito. 5. Moïse Katumbi par Wanga. 6. Mabaya Gizi Jean. 7. Rajabu Tebao. 8. Sylvain Macheke. 9. Martin Fayoulou. 10. Marie-Josée Ifoku. 11. Jean-Pierre Bemba par Fidel Babala. 12. Noël Chani Mwadjanvita. 13. Vital Kamere. Une requête sera introduite sous peu à la CENI pour demander la radiation du candidat qui a violé les dispositions dont nous venons de faire état.
Thank you.